Nous avons aussi mis fin à l'escroquerie gauchiste connue sous le nom d'USAID. Le nouveau gouvernement américain a pris la décision en moins de 48 heures de couper la quasi-totalité de l'aide humanitaire. Ce projet de vaccin de la fondation Desmond Tutu, financé par USAID, a dû s'arrêter aux grandes dames de sa fondatrice, qui était à la pointe de la recherche. Le licenciement immédiat des 60 cadres à la tête de USAID et la mise en congé de quasiment tout son personnel. On parlait de 14 000 employés qui, du jour au lendemain, il n'était plus que 274. Elon is doing a great job. He's finding tremendous fraud and corruption and waste. You see it with the USAID. C'est évidemment une décision criminelle. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Il y a des programmes nutritionnels qui vont s'arrêter, donc des enfants qui vont mourir de malnutrition. Les ONG n'ont plus le droit d'utiliser l'argent qui vient de USAID pour mettre de l'essence dans les camions qui doivent amener ces médicaments ou cette nourriture. Unfortunately, USAID strayed from its original mission long ago. As a result, the gains were too few and the costs were too high. Ça a créé un tsunami réel, un choc, un chaos dans tout le secteur humanitaire. Pour certaines ONG françaises qui dépendent de ces aides, c'est un cataclysme. Handicap International a perdu 13% de son budget de fonctionnement, soit 36 millions d'euros, et a dû suspendre 30 projets partout dans le monde. Handicap International intervient à la fois en situation de crise chronique, de guerre ou suite à une catastrophe naturelle dans plus de 60 pays du monde. Première Urgence Internationale, c'est une des principales ONG françaises humanitaires qui travaille dans 25 pays dans le monde sur les théâtres de crise les plus importants pour apporter tout simplement une aide aux personnes victimes de crise, de catastrophes naturelles ou de conflits. On entend beaucoup parler, et ça fait la une de la presse ces derniers temps, de l'agence appelée USAID. L'USAID, c'est une agence du gouvernement américain qui aide au financement de l'aide humanitaire internationale. Elle a été créée dans les années 60 par Kennedy et c'était le plus gros pourvoyeur de fonds d'aide au monde puisque cette agence, qui avait un budget qui dépassait les 40 milliards de dollars, représentait tout simplement 40 ou 45% de l'aide au global. Il est important de comprendre comment fonctionne le modèle économique d'une organisation humanitaire comme Handicap International. Ce modèle économique s'appuie sur deux piliers. Une partie de financement qu'on appelle le fonds institutionnel, donc le financement qui proviennent des États, comme les fonds américains, mais aussi comme les fonds du gouvernement français, du gouvernement britannique, du gouvernement australien, la partie fonds institutionnel. Et un deuxième pilier qui s'appuie sur la générosité du public. La générosité des personnes privées, donc du grand public, des grands mécènes, des entreprises. Et c'est bien le mix de ces deux piliers qui crée le modèle économique d'une organisation humanitaire comme Handicap International. Ce qui s'est passé fin janvier, c'est que à son entrée en poste, le nouveau gouvernement américain a pris la décision en moins de 48 heures de couper la quasi-totalité de l'aide humanitaire qui venait des bureaux type USAID. Unfortunately, USAID strayed from its original mission long ago. As a result, the gains were too few and the costs were too high. Quand on reçoit ce type d'informations et ce type de stop order du jour au lendemain, personne est en capacité de se réorganiser sur un week-end. Et donc, ça a créé un tsunami réel, un choc, un chaos dans tout le secteur humanitaire. L'USAID est dirigé par des fous radicaux et nous les éliminons, puis nous prendrons une décision. Je pense qu'il est important de rappeler que quand ces décisions sont prises, il y a un effet de sidération sur l'ensemble du secteur humanitaire et du développement, enfin de l'aide en général. Cet effet de sidération, on se dit, il gèle les projets, il veut revoir, c'est pour marquer le coup, quoi, quelque part, et ça va reprendre. Quand au bout de 10 jours, l'agence elle-même, USAID, est démantelée, avec une fermeture de ses bureaux, une fermeture du site internet, et le licenciement immédiat des 60 cadres à la tête de USAID, et la mise en congé de quasiment tout son personnel. On parlait de 14 000 employés qui, du jour au lendemain, il n'était plus que 274. 14 274, c'est une purge complète. Ça dénote
clairement l'aspect profondément idéologique, on n'est pas dans la réorientation stratégique quand on fait une purge d'une telle ampleur. Je pense que du coup, cette décision, elle est venue marquer, et d'abord qu'on parlait aux contribuables américains et aux citoyens américains, à l'électorat de base de Donald Trump, en lui montrant que du coup, le dollar américain devait être, c'est complètement aligné sur l'agenda America First. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Dans ce logique du America First, il va falloir aujourd'hui que chaque programme, qu'il soit celui d'aide au développement ou un programme mené, je sais pas, par le ministère de l'Éducation ou de la Culture aux États-Unis, venir prouver en quoi les programmes financés servent directement les intérêts américains. Il y a eu des questionnaires qui ont été émis dans cette phase, dans ces dernières semaines qu'on a vues, et en quoi ce programme permet de lutter contre l'immigration illégale aux États-Unis. Bon, là aussi, quand on travaille sur des problématiques de migration, ou en tout cas d'accès à un certain nombre de services essentiels sur les parcours de migration, on a évidemment beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là. Donc ça montre un peu la dimension idéologique qu'il y avait derrière ces décisions, puisque les questions qui viennent accompagner, on va dire, l'évaluation technique des projets qui seraient amenés à continuer d'être financés par les États-Unis, on voit bien qu'il y a une lecture pas qualitative du programme. Est-ce qu'il répond vraiment à sa finalité ou ses objectifs, mais simplement, est-ce qu'il répond à des objectifs d'intérêt très concrets pour les États-Unis? D'où l'enjeu vraiment idéologique. USAID has a history of sort of ignoring that and deciding that there's somehow a global charity separate from the national interest. These are taxpayer dollars. And so I'm very troubled by these reports that they've been unwilling to cooperate with people who are asking simple questions about what does this program do, who gets the money, who are our contractors, who's funded. Là, c'est une reprise en main pure et simple et totale de la solidarité, enfin de la pratique de l'aide des États-Unis par la nouvelle administration américaine. Et cette décision a des impacts majeurs, massifs et d'une certaine mesure criminels. Donc il fallait pouvoir la justifier. Les arguments qu'on peut avancer, c'est notamment le caractère ubuesque ou indécent ou décorrélé des intérêts américains de la typologie des programmes qui étaient financés par USAID. Et pour ça, il fallait trouver des exemples très concrets et qui parlent. Et c'est là que les fake news sont arrivés. Ce qui a été annoncé sur la distribution de 50 000 préservatifs à Gaza, c'est une fake news. We are merely looking at parts of the big bureaucracy where there has been tremendous waste and fraud and abuse. In that process, we identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. Pour travailler à Gaza, première urgence internationale, depuis des années, et particulièrement en continuité depuis le 7 octobre, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de programme financé par USAID de ce type. Il y a évidemment d'autres enjeux prioritaires sur la question de la survie des populations à Gaza que ce type de programme. Mais dans tous les cas, ça cache l'essentiel. On parle de 40 milliards. 40 milliards de budget annuel liés à, la satisfaction des besoins essentiels. Quand on parle d'humanitaire, il faut le rappeler, ce que c'est l'humanitaire. C'est l'accès à l'eau pour boire, c'est la nourriture pour manger quand les personnes sont privées, c'est des abris pour survivre, un accès à l'éducation quand il n'y en a plus, et c'est la santé quand les gens sont privés. Ça, c'est l'humanitaire. Et le développement, on n'est pas sur autre chose. On n'est pas en train de parler de conditions de vie majeures et de confort. Donc, dire ça, c'est évidemment... au-delà de travestir la réalité, c'est évidemment pour détourner de l'essentiel d'une décision qui vient mettre fin à des programmes dont des millions de gens dépendaient pour leur survie. Les opérations de déminage au Cambodge, c'est terminé sans l'aide américaine. Les campagnes sont infestées d'explosifs et de munitions, en grande partie laissées par les Américains. Depuis 1979, les vestiges de la guerre ont tué environ 20 000 personnes. Parmi les programmes interrompus, le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida. Il avait été lancé en 2003. L'Afrique du Sud en est l'un des principaux bénéficiaires. 14% de sa population est séropositive. L'effet immédiat de ces coupes et de l'arrêt des financements américains nous a obligés à arrêter du jour au lendemain toutes les actions que l'on avait auprès des populations en situation de handicap dans les pays et dans les projets qui ont été coupés par l'aide américaine. Et donc le risque majeur, c'est que de ne pas intervenir immédiatement sur une blessure ou sur une mutilation rend
une maladie et un handicap invalidant beaucoup plus graves sur la durée. Un deuxième exemple des répercussions à plus long terme sur les coupes des financements américains, c'est un risque sur le niveau épidémique qui peut s'étendre dans le monde. On imagine bien qu'une épidémie qui se déploie dans ce type de situation de camps de réfugiés met à risque toute la population si elle n'est pas contrôlée. On sait tous depuis la pandémie de Covid-19 qu'une épidémie, elle connaît ni les frontières, ni vraiment les limites des décisions prises par les États pour limiter sa propagation. Donc, imaginez que c'est l'intérêt du contribuable américain de ne pas financer des campagnes de vaccination dans un pays à l'autre bout du monde, c'est évidemment complètement irrationnel. Ce projet de vaccin de la fondation Desmond Tutu, financé par USAID, a dû s'arrêter aux grandes dames de sa fondatrice, qui était à la pointe de la recherche. Nos études, nos sites, tout était prêt. Et nos recherches étaient planifiées sur 4 ans. Et voilà, tout cela est en suspens. Vous avez, au moment où on se parle, des tonnes de médicaments et des tonnes de nourriture qui sont quelque part dans des hangars en train de périmer ou en train de pourrir, alors que parfois elles ne sont qu'à quelques kilomètres des populations bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que les ONG n'ont plus le droit d'utiliser l'argent qui vient de USAID pour mettre de l'essence dans les camions qui doivent amener ces médicaments ou cette nourriture chez les populations qui doivent en bénéficier. Il faut bien comprendre qu'on s'adresse à des personnes qui sont tellement vulnérables que l'arrêt des services, l'arrêt des médicaments, la fermeture d'un hôpital, tout simplement, donne lieu à des décès. Il se trouve que quelques jours après l'annonce de ces coupes américaines, j'étais dans les camps de réfugiés qui sont présents sur la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, où les hôpitaux qui étaient jusqu'à présent ouverts et qui étaient disponibles pour les réfugiés qui habitent et qui vivent dans ces camps, les hôpitaux ont été fermés du jour au lendemain. Les centres de réadaptation ont été fermés du jour au lendemain. Les personnes m'attendaient avec ces listes de médicaments en me suppliant de trouver un moyen de leur donner accès à ces médicaments. J'ai eu une discussion pendant plus d'1 quart d'heure sur la fin de vie et sur le suicide, sur le thème du suicide, tellement ces personnes se sentaient complètement abandonnées par ces décisions, pas de la volonté des organisations humanitaires, mais par manque de financement. Si je prends l'exemple d'un seul programme financé en Afghanistan, les services apportés aux populations, c'était, via ces projets-là, couvraient un bassin de population de 852 000 personnes. Des couvertures pour se chauffer, des seaux pour aller chercher l'eau à la rivière, une marmite, un réchaud pour cuisiner. Ces familles espèrent obtenir ce minimum vital fourni par le Haut Commissariat aux réfugiés. Je viens de récupérer leurs demandes. Il y a trop de monde. Regardez. Avec l'arrêt de ce programme, c'est la fermeture des structures. C'est plus d'accès aux médicaments, c'est plus de médecins ou de personnel paramédical financé. Et donc, c'est 850 000 personnes qui sont privées de cet accès direct à se soigner. À bout de souffle, ces bébés luttent pour ne pas mourir. Ces nourrissons souffrent de malnutrition, victimes de la famine qui touche l'Afghanistan. Dans le service pédiatrique de l'un des plus grands hôpitaux de Kaboul, tous les lits sont occupés par des enfants à l'agonie. Ça nous brise le cœur, cette situation. Et la communauté internationale est sourde, alors qu'on a besoin d'urgence d'aide de l'étranger. Imaginez qu'on arrête un programme qui permet ça, c'est évidemment une décision criminelle. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques, sans traitement. Il y a évidemment un impact sur leur risque pour leur existence. Il y a évidemment des accouchements. Il y a des bébés qui vont naître sans capacité, des femmes qui vont accoucher dans des conditions qui seront pas satisfaisantes, avec des risques majeurs pour elles et pour leur enfant. Il y a des programmes nutritionnels qui vont s'arrêter, donc des enfants qui vont mourir de malnutrition. Il y a tous ces enjeux-là. Et puis peut-être encore un dernier exemple, le Soudan, on ne fait que parler de la crise humanitaire la plus importante aujourd'hui au monde. C'est des millions de personnes, voire des dizaines de millions de personnes qui sont déplacées. La fuite, seul échappatoire pour des civils pris à partie dans la guerre des généraux. Au total, 4 mois après le début des combats, c'est plus d'1 million de personnes qui ont quitté le Soudan d'après l'Organisation internationale pour les migrations. Des réfugiés qui se retrouvent dans les pays voisins et qui racontent les pénuries de nourriture et de médicaments, les hôpitaux détruits ou fermés. Avec la violence des combats, la récurrence des déplacements, le niveau des violences
qui caractérisent ce conflit. Les gens, ils ne peuvent pas produire, ils se déplacent tout le temps. On est sur une population qui est dépendante de ce qu'on appelle l'agriculture vivrière. C'est-à-dire que s'ils ne plantent pas, ils ne récoltent pas. S'ils ne récoltent pas, ils n'ont pas à manger et ils n'ont aucune alternative en termes de survie alimentaire. Donc, couper par un décret cette aide-là, c'est condamner ces personnes. Action contre la faim estime à 1000 le nombre d'emplois menacés dès cette année. L'ONG spécialiste de la lutte contre la malnutrition tente de trouver des alternatives en Europe, mais aucun pays ne semble pouvoir remplacer l'aide de Washington. Ces dernières années, nous avons été trop dépendants du financement américain. Près de la moitié de nos campagnes d'appel ont été financées par le contribuable américain. Il est important de reconnaître que nous ne devrions jamais considérer cela comme acquis, en particulier dans une période de difficultés économiques et à un moment où de nombreux gouvernements se retirent du monde. Malheureusement, le gouvernement américain n'est pas le seul à envisager des coupes budgétaires. Le gouvernement américain a appliqué ces coupes très rapidement, mais on entend maintenant arriver d'autres coupes budgétaires en provenance du gouvernement français, en provenance du gouvernement belge, en provenance de l'Union européenne, qui doivent nécessairement réorganiser la manière dont leur budget est fait, reprioriser la manière dont leur budget est fait, notamment face à l'enjeu de sécurité nationale que l'on voit de plus en plus poindre. Et on commence à entendre un nécessaire rééquilibrage de ce budget pour aller vers plus de défense nationale qui sera probablement fait au détriment de l'aide humanitaire internationale. La présidente de la Commission européenne a, elle, présenté les grands points du plan pour renforcer la défense de l'Union européenne et réarmer l'Europe. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. Parmi les points présentés, Ursula von der Leyen a notamment confirmé sa volonté d'encourager les États de l'Union européenne à dépenser plus pour investir dans l'armement. Pour prendre le cas concret de la France, vous savez les difficultés qu'on a eues à boucler un budget cette année, pour le budget 2025. Il y a un contexte économique extrêmement compliqué, un contexte politique qui ne favorise pas du coup la capacité à se mettre d'accord sur un budget. Donc forcément, la crise américaine qui arrive dans ce contexte-là, pour ce qui concerne l'aide française, c'est compliqué, c'est pas le bon moment. La France fait face à une contraction de son espace budgétaire. La France en tout cas le gouvernement a décidé de réduire le budget du gouvernement de 60 milliards d'euros et essayer de trouver une manière de réduire ses dépenses. Et force est de constater qu'ils ont décidé, pour l'instant, en tout cas il ne s'agit que d'un projet, de couper principalement dans l'aide publique au développement, ce à hauteur de plus d'un tiers, 35%, ça représente 2 milliards d'euros. Il faut revenir aux racines de la création du USAID. Quand Kennedy l'a créé, il a dit 3 choses. Il a dit que c'est une responsabilité morale des États-Unis en tant que pays leader des valeurs morales du monde. On est dans le contexte guerre froide, post-Seconde Guerre mondiale. Donc il dit que c'est une responsabilité morale, avant tout. Deuxième, c'est un enjeu de responsabilité économique. Pourquoi ? Les États-Unis, c'est la nation la plus riche du monde, donc c'est sa responsabilité économique de le faire, parce que l'intérêt économique des États-Unis, c'est d'avoir un monde qui est prospère, sur lequel on peut faire des affaires. Et c'est troisième grand type d'enjeu, c'est une responsabilité, un enjeu politique, dans le contexte de la guerre froide, de l'influence, d'avoir des leviers d'influence contre ses ennemis. Donc c'était pas une décision uniquement charitable, c'était une décision et une création d'une agence rationnelle. On regarde de ses grandes valeurs morales, ses responsabilités économiques et de ses enjeux politiques. The people who are opposed to aid should realize that this is a very powerful source of strength for us. It permits us to exert influence for the maintenance of freedom. Il y avait des intérêts de soft power des États-Unis au travers de USAID. C'est des leviers d'influence. C'est des leviers d'influence pour même pas très cher. Je disais, le budget humanitaire, c'est 14 milliards. 14 milliards, c'est beaucoup d'argent et c'est un impact gigantesque pour des millions de personnes. Mais par rapport au PIB des États-Unis, à la richesse des États-Unis, c'est même pas une goutte d'eau, c'est une nano-goutte d'eau. Donc on peut imaginer la perte de soft power liée à cette décision, irrationnelle au regard d'un certain nombre de ses impacts, et qui fait perdre cette influence-là.
Alors, l'enjeu de l'influence, en fait, c'est un peu qui va occuper l'espace. C'est ça la question, finalement. Je pense qu'il y a personne qui va l'occuper. Pas dans cette dimension-là. Il y a personne qui en a les capacités, et surtout les acteurs qui pourraient jouer ce jeu-là. On va parler de l'Union européenne, on va parler de la Chine et de quelques autres acteurs. Soit ils n'en auront pas la capacité économique, tout simplement. L'Union européenne, aujourd'hui, ça devient mécaniquement, c'était le deuxième bailleur mondial, ça devient mécaniquement le premier. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, les États-Unis, c'était 47%. L'Union européenne, en tant qu'entité, en tant qu'organisation internationale, enfin entité internationale, c'était 8%. Donc même si multiplié par 3, 4, on serait toujours pas en train de vraiment compenser le delta. D'un point de vue valeur, l'Union européenne peut jouer un peu ce rôle-là. Mais d'un point de vue économique, ils n'en ont pas la capacité. De fait, il va y avoir quand même une difficulté sur la couverture des besoins qui par ailleurs ne cessent d'augmenter. On vient ce week-end de subir en Birmanie, par exemple, un tremblement de terre. One week on from Myanmar's massive earthquake and the need for aid is desperate. Thousands of quake survivors have lost everything, with no access to food, water or shelter. Ça ne fait que rajouter aux besoins humanitaires qui étaient déjà énormes. Et donc cette crise de financement représente une vraie difficulté pour le milieu humanitaire, puisqu'aujourd'hui, aucun autre bailleur n'est en capacité de prendre le relais complètement des financements qui provenaient des États-Unis.